Non vada tanto in collera, non vada tanto in collera, non vada tanto in collera, che il suo nervività non vada tanto in collera. Più ormai chi tollera la tua temerità, 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 temerità. C'est peut-être, même certainement, le chef-d'œuvre le moins connu de Rossini. On connaît très très bien le Barbier, la Cenerentola, la Pivoleuse et la Pietra del Paragone. La plupart du grand public ne la connaît pas. Elle n'avait jamais été donnée à Paris, à ma connaissance, ou alors il y a très très longtemps. C'est une œuvre assez difficile à monter, avec plein de pièges techniques, tous les changements de tempo sans préparation, toutes ces pliures rythmiques, et puis tous les ensembles qui sont délicats. C'est un opéra avec beaucoup d'ensembles difficiles à monter, et le tout doit sonner très facilement, très naturel. Donc beaucoup de techniques pour qu'on ne voit plus du tout la technique. Et ça, c'est chez Rossini, c'est souvent comme ça. Là, c'est particulièrement le cas. Je crois que ce sont des musiciens qui jouent avec plaisir cette musique. Ça, on ne peut pas faire semblant de donner comme ça. Ou alors, ce sont tous de très bons acteurs. Alors, je crois ils sont vraiment... Mais bon, j'irais même un peu plus loin. Je pense que cette musique, n'importe quel musicien qui n'a pas un grave problème personnel qui lui pèse si fort qu'il ne puisse pas plus prendre son plaisir en faisant de la musique, c'est une musique qui est irrésistible. On peut pas la contourner. On est pris dans le tourbillon de Rossini. Il y a un entrain particulier qui me réjouit, qui me donne envie le matin de me lever et d'aller jouer cet opéra. Et quand on travaille un opéra, quand on se décide pour travailler un opéra, ça représente tellement de travail, justement de boulot, des mois, voire des années pour bien rentrer dans la partition et savoir quoi en faire, que si on n'est pas vraiment convaincu, si on n'a pas un plaisir intellectuel mais aussi physique avec la musique, moi j'ai besoin des deux, hein, les sentiments et le corps, quoi, quelque chose qui me porte, et bien, je peux pas. Ok, on refait ça. Il y en a qui dorment un peu là. Hop, j'enlève ça. Hop là. Il y en a qui... Ça, c'est un peu atropillé. Chut. À l'époque, Rossini a été très critiqué, souvent critiqué parce qu'on disait que son orchestre était trop fort, que c'était un protagoniste vraiment trop important, aussi important que les chanteurs, et le public a adoré, mais les spécialistes vieille école n'aimaient pas. Avec l'ensemble Mathéus, j'utilise les instruments de l'époque de la musique que nous sommes en train de jouer. Pour Rossini, les instruments vers 1810, 1812, la date de cet opéra, on les connaît, on sait que l'avantage de les utiliser, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage de les utiliser, c'est d'avoir une balance c'est-à-dire un équilibre de son entre la fosse, les instruments et les voix, qui était celui que Rossini connaissait quand il a composé. Donc, on sait qu'en utilisant une harmonie des instruments avant d'époque, on va avoir des couleurs plus différenciées
on entend plus chaque instrument, on entend vraiment la différence entre les flûtes, les clarinettes, les hautbois, les corps, les trompettes. On entend vraiment chaque instrument sonner, mais ils prennent pas trop de volume par rapport aux instruments dits modernes. Donc, les parties de chant de Rossini sont extrêmement difficiles à chanter. Tout le monde sait que Rossini est l'un des compositeurs de l'opéra le plus difficile à chanter. Et donc, si les instruments, les instruments ne mangent pas trop la voix, c'est bien. Quand on joue très fort sur un instrument moderne, mais que ça ne demande pas un effort particulier, une pulsion vitale pour sortir ce son fort, eh bien, il y a le son, mais il n'y a pas l'urgence, le caractère, la couleur. Si on suit vraiment la recette de Rossini, ce qu'on a fait en mettant plus de contrebasse que de violoncelle, par exemple, ça c'est une particularité, parce que Rossini considérait que le violoncelle c'était plus l'instrument du continuo, et quand il pensait à la partie de basse dans un opéra, c'était les contrebasses. Donc là, on a plus de contrebasse que de violoncelle, volontairement, et ça nous aide, ça permet à l'orchestre de bien développer le fameux crescendo rossinien, qu'on ait quelque chose qui soit sur le point de craquer, sur le point d'exploser. C'est le but des crescendo rossiniens, c'est de rendre... on sent, si vous voulez, la cocotte minute qui commence à être sous pression, on voit la vapeur qui sort, et puis à un moment donné, le couvercle saute. Voilà, c'est cet élément que Rossini nous explique clairement sur la partition.